Les conséquences du dérèglement climatique au menu de votre émission Le Globe Vert. Dans ce numéro, nous parlerons des conclusions de la COP28 de Dubaï, mais aussi des attentes des populations. À Matam, par exemple, les attentes sont tellement énormes puisque la région est frappée de plein fouet par ce phénomène, comme vous pouvez le constater dans cet élément. Une tendance pluviométrique à la baisse, des températures qui affichent les 45 degrés à l'ombre, des rendements agricoles en chute libre, un cheptel en quête perpétuelle de fourrage. À Matam, le dérèglement climatique est grandement ressenti et s'accentue d'année en année. 45 degrés à l'ombre, ça a impacté sur la production. Il y a les raretés des pluies et qui font que ça a joué sur la production, surtout le rendement, ça a un impact considérable. Ces images en disent long. Ce fleuve dont dépendent de nombreux producteurs n'a pas pu atteindre sa cote d'alerte cette année, ce qui compromet déjà les rendements. Parce que nous avons l'habitude de faire 3 campagnes. Mais avec baisse du fleuve, nous ne pouvons faire qu'une seule campagne. Et actuellement, à Matam, les producteurs en arriéré à la banque, à la LNB, à plus de 300 millions. Donc ça, c'est l'impact du changement climatique et aussi ça joue sur les rendements. Donc nous attendons vraiment un soutien. Les conséquences des changements climatiques, moi personnellement, je les vis. Je suis agriculteur en même temps pêcheur. Cette année, les rendements sont presque nuls à cause de la longue pause pluviométrique. Et pour subvenir à mes besoins familiaux, j'ai pris mon filet de pêche, mais là aussi, vous voyez, j'ai sillonné le fleuve des heures durant sans attraper un seul poisson. Pour dire vrai, je n'ai aucun espoir. Aucun, je dis bien. Vous voyez vous-même l'état des cultures. J'ai dépensé une forte somme pour le tracteur. On m'a taxé 30 000 francs CFA pour chaque 30 minutes. Au finish, rien à récolter. Ni le sorgho, ni le haricot. Comment faire maintenant? Il n'a pas beaucoup plu cette année dans notre localité. En plus, il y avait des insectes de toutes sortes. Cette situation est constatée partout dans notre zone. Même les éleveurs risquent d'aller en transhumance cette année, car le tapis herbacé n'est pas fourni. Nous sollicitons vraiment de l'aide pour subvenir à nos besoins familiaux. Ce paysan trouvé à Fetenyebe, quant à lui, est plus chanceux. Il a au moins récolté de l'arachide. Son secret, le respect du calendrier culturel et l'usage à bon escient de l'information climatique. Avant le début de l'hivernage, j'ai entendu les prévisions de la météo qui annonçaient des pauses pluviométriques. C'est pourquoi j'ai fait les semis dès le début de l'hivernage, ce qui m'a permis de faire cette récolte. J'avoue que la récolte n'est pas très bonne, mais je rends grâce à Dieu. La pause pluviométrique a anéanti le développement de nos cultures. Nous sollicitons vraiment de l'aide cette année. S'il y a une région touchée par les effets de changement climatique, c'est bien Matam. La région est frappée de plein fouet par ce phénomène. Dans ce contexte, les attentes sont très nombreuses. L'énergie renouvelable, c'est une importance capitale, surtout pour la région de Matam particulièrement. Il y a le soleil. Et pour les stations de pompage, méritent d'être solarisées. Un des phénomènes qui malmène les populations, c'est la dégradation des terres. Face à une telle situation, des solutions comme le système de demi-lune sont expérimentées dans la commune de Ogo, mais aussi à Kanel, par l'État du Sénégal et son partenaire le PAM, le Programme alimentaire mondial. Ces expériences ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est leur démultiplication. Sauf que le coût élevé complique les choses. Une des mesures adoptées déjà lors de cette COP28 de Dubaï, c'est la mise en place du fonds pertes et dommages. Sur ce point, les attentes sont grandes. Nous avons des dommages. S'il y a inondation,
La production, on ne peut pas parler de production là-dessus. Donc il y a un dégât considérable. Donc on espère quand même un soutien de taille pour la région de Matam. Le secteur de l'élevage aussi n'est pas épargné. Faute de fourrage, les éleveurs sont obligés de pratiquer la transhumance. De la COP 21 de Paris à la COP 28 de Dubaï, de nombreux engagements sont pris au profit des pays vulnérables comme le Sénégal, mais leur concrétisation demeure problématique. À Matam, les acteurs gardent malgré tout un grand espoir. Ils réclament une réparation environnementale à la hauteur du préjudice subi. À présent, le débrief. Le débrief de Globe Vert, c'est tout de suite avec Ibrahima Pabidjedjou. Et dans cette partie débrief, nous sommes avec deux éminents invités. Il s'agit d'abord du Dr Mohamedou Thiam, délégué de la zone fleuve de l'INP. L'INP, c'est l'Institut national de pédologie. Dr Thiam, comment vous allez? Bonsoir, M. Djedjou. Et comment se passe la journée d'aujourd'hui? Bon, ça va très bien, à part qu'il commence à faire un peu chaud. Okay. Mais à part ça, ça va, ça se passe bien. À votre côté, nous avons Dr Armand Sen. Armand Sen, c'est un environnementaliste et un ingénieur agronome. Armand, comment vous allez? Bonsoir, M. Djedjou. Donc, je vais très bien. Comme l'a dit mon ami Néné, Dr Thiam, tout se passe très bien. À part à Matam, les périodes de canicule ont déjà commencé. On commençait, et nous aussi on a commencé à y trouver des solutions. En parlant de ces solutions, Dr Thiam, nous allons parler de cette rencontre mondiale qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cette COP28 a eu la participation de plusieurs pays. Vous, à partir de Matam, comment avez-vous vraiment suivi ces moments forts de ce rendez-vous mondial autour du climat? Merci, M. Djedjou. Mes salutations à mon ami M. Sen. Comme vous l'avez dit, la COP28 qui s'est passée à Dubaï, nous l'avons suivi, donc comme tout Sénégalais, comme toute personne soucieuse un peu donc de l'avenir de cette planète-là. C'est une rencontre très importante donc, sur le plan mondial. C'est une rencontre qui a suscité beaucoup d'espoir, mais également en termes d'organisation, c'est une rencontre qui a parfaitement réussi, donc si on peut le dire ainsi. Le pari de la mobilisation, donc avec près de 80 000 participants, mais également près de 200 pays donc, qui ont été représentés. On va peut-être y revenir avec donc, les résultats qui ont été obtenus à ce niveau-là également. Je pense que c'est extrêmement important. Tout à fait. On y reviendra sur les recommandations. Armand, vous, comment avez-vous apprécié aussi cette rencontre mondiale autour du climat? Voilà, donc cette rencontre mondiale au niveau du climat nous a trouvés d'abord à Matam. Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur les résultats de cette COP28. Donc du point de vue organisationnel, c'était vraiment une COP réussie. Ça m'a rappelé un peu la COP21 avec les accords de Paris. Donc, mais espérons vraiment sur la mise en œuvre des résultats, des conclusions qui sont sorties de cette COP28. En parlant de cette COP21 de Paris, il y a une phrase qui retentit souvent dans ma tête, c'est celle-là du chef de l'État qui était à l'époque notre représentant. Il disait, en ces termes, les effets de changement climatique, nous les vivons au quotidien. Ça a été une déclaration poignante qui montrait aux autres pays que nous, au niveau du Sénégal, ces changements climatiques, nous n'avons pas besoin de preuves pour dire qu'ils existent. Nous les vivons au quotidien. Je pense que c'est des moments qui ont été des moments très forts. Il y a plusieurs recommandations qui ont été prises de la COP21 à la COP28. Pour parler de la COP28 de Dubaï, une des recommandations fortes prises, c'est le fonds pertes et dommages. Vous, en tant qu'environnementaliste, comment appréciez-vous vraiment ce fonds pertes et dommages déjà, qui a été validé déjà dès le premier jour? Alors, par rapport à tous ces événements, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, nous, au Sénégal, dans le continent africain de manière générale, pratiquement, on n'a pas besoin qu'on nous donne des leçons, qu'on nous donne des cours magistraux sur les effets des changements climatiques. Parce que nous le vivons au jour le jour, plus particulièrement dans la région de Matam. Maintenant, par rapport à tous ces accords, à toutes ces conclusions qui ont été signées par l'ensemble des parties prenantes,
je pense qu'il y a des choses encore à faire. Partant des accords de Paris, dont la mise en œuvre reste à voir jusqu'à la conclusion de la COP28 sur le financement des pertes et dommages. Donc c'est une lueur d'espoir. Maintenant, tout le problème, comme je l'ai dit tantôt, va se poser sur la mise en œuvre de ces fonds-là. On vient de voir ce qui a été pris depuis Paris, hein, en termes de recommandations, en termes de déclarations. Et jusqu'à présent, ces conséquences, docteur, nous continuons de les vivre. Ici au Sénégal, il y a beaucoup d'attentes qui sont quand même constatées au niveau des acteurs qui sont au niveau des différentes localités qui sont touchées par les changements climatiques. Vous aussi, comment appréciez-vous vraiment ce fonds pertes et dommages? Très bien, donc merci. Comme vous l'avez dit, le changement climatique, donc tout le monde sait, on connaît vraiment donc ses effets. Nous les vivons. Donc, comme vous l'avez dit, donc, le chef de l'État l'a appelé un peu en 2000 lors de la COP21 à Paris. Nous, ici à Matam, nous vivons les changements climatiques. Donc, les changements climatiques peuvent être déclinés, donc les effets peuvent être déclinés en court terme, court et moyen terme. Donc notre génération, nous aujourd'hui, nous subissons un peu les effets de ce changement climatique-là à travers plusieurs événements. Donc les sécheresses, les inondations, le réchauffement de la planète avec les températures élevées, etc. C'est un certain nombre d'éléments que nous vivons. Et ça se traduit sur l'aspect visuel, donc à travers les dégradations un peu donc des paysages, des écosystèmes, la dégradation des terres, etc. C'est un certain nombre d'éléments d'appréciation un peu que les gens peuvent avoir sur ces effets du changement climatique. Et à long terme, donc ces effets, si on y prend garde, donc ces effets vont aller crescendo. Notamment avec le réchauffement de la planète, on peut arriver à des niveaux où, pour les générations futures, donc la vie serait compromise sur la Terre. D'où justement la nécessité d'agir vite. Et c'est ce qui a conduit justement aux grands dirigeants de ce monde donc de se réunir à travers justement ces grandes rencontres-là pour essayer de prendre des initiatives justement pour atténuer, pour lutter contre le changement climatique. Avec les différentes COP, donc on a vu ici donc les fonds vert climat, donc on a vu les fonds d'adaptation, etc., qui ont été lancés, qui ont été plébiscités, mais dont la mise en œuvre pose généralement problème. Donc le financement de ces fonds-là pose un peu de problème. Et c'est dans cette même optique, donc depuis la COP27 en Égypte, où justement donc, le principe de ce fonds donc, de pertes et dommages a été lancé, et finalement qui a été adopté donc, au niveau de la COP28 à Dubaï, donc avec vraiment, c'est un fonds qui a été plébiscité donc, par pratiquement tous les participants qui étaient à ce niveau. Et c'est un motif un peu de satisfaction donc, de cette COP28-là, justement donc l'adoption de ce fonds-là et l'engagement donc pris justement par les différents acteurs, n'est-ce pas, pour lancer ce fonds-là, mais également pour la mise en œuvre de ce fonds-là à travers donc, ce fonds-là qui a été âprement justement donc, défendu et discuté par les pays en développement, donc qui sont les pays les plus vulnérables vis-à-vis de ce changement climatique-là, qui se battent pour cela depuis près de 30 ans. Et je pense que c'est une grande lueur d'espoir donc pour ces pays-là, justement pour vu que ce fonds puisse très rapidement être mis en place pour permettre à ces pays-là justement donc, de lutter contre les effets du changement climatique. Ok, vous l'avez dit, un des phénomènes qui fatigue le Sénégal, ou particulièrement la région de Matam, c'est la dégradation des terres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment se manifeste cette dégradation des terres et quelles sont les conséquences de cette dégradation des terres sur la vie humaine surtout? En fait, la dégradation des terres, généralement, donc, elle se manifeste un peu donc, en termes de perte de fertilité donc, de ces terres-là, en termes également de perte un peu de couches arabes, donc liées à ces différents phénomènes qui sont l'érosion, etc., mais également surtout les phénomènes d'encroûtement, les phénomènes donc, de mise en place de glacis au niveau de ces terres-là, qui vont empêcher tout simplement à ces terres-là de pouvoir recevoir des cultures, mais également tout simplement de pouvoir supporter des cultures de façon durable au niveau donc, du sol. Ce qui peut aboutir à la famine dans d'autres localités, non? Peut aboutir tout simplement parce que, en fait, les effets, c'est qu'on a une réduction de plus en plus des surfaces cultivables, d'accord? Mais également, on a une perte tout simplement de fertilité de ces sols-là qui va se traduire
par une réduction drastique des rendements donc, au niveau de ces terres-là. Et cela va avoir forcément une conséquence sur la sécurité alimentaire au niveau de ces zones-là. C'est des effets que l'on vit, donc, particulièrement dans la zone donc, au niveau de Matam, où on voit des vastes étendues de terre, donc pratiquement qui ont perdu toute capacité de pouvoir supporter tout simplement donc, un développement végétal. C'est des terres qui sont nues, c'est des terres qui sont encroûtées, donc qui ont des difficultés tout simplement d'infiltration de l'eau, donc qui ne peuvent pas supporter justement. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez des vastes zones donc, qui jadis étaient des zones cultivées, donc qui recevaient des cultures, mais aujourd'hui qui sont abandonnées par les propriétaires donc, du fait justement de ces dégradations-là au niveau de ces zones-là. Armand vient de décrire un peu la situation catastrophique qu'on peut retrouver au niveau des surfaces cultivables. Au niveau du cheptel, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir sur les conséquences de ce changement climatique? Alors, par rapport à ces efforts, surtout au niveau du cheptel, comme le docteur vient de le dire, sur pratiquement l'agriculture, sur la fertilité des terres de manière générale, ça va se répercuter sur la même chose au niveau du cheptel. Parce que tout simplement, aujourd'hui, qui parle d'agriculture, qui parle d'environnement, parle aussi du cheptel. Et aujourd'hui, nous voyons, par exemple, au niveau de la région de Matam, au mois de février-mars, déjà, il n'y a plus d'herbes, il n'y a plus de pâture au niveau de l'environnement pour permettre à ces animaux de vivre correctement. Et étant donné que la baisse de la fertilité va s'accompagner de la réduction des superficies à cultiver et ayant pour conséquence une baisse de la productivité et de la production. Donc obligatoirement, il y aura une conséquence néfaste sur le cheptel. D'autant plus que tous les producteurs qui sont par exemple au niveau de la région de Matam, surtout sur l'axe d'Anemayo, ont des animaux à élever. Et ils ont besoin de pâture pour pouvoir nourrir ce bétail. Ils ont besoin de cultiver aussi pour nourrir ce bétail. Et donc c'est des effets négatifs sur l'environnement. On aurait aimé avoir un spécialiste de la santé, il allait nous revenir sur les conséquences, mais j'ai eu quand même la chance d'interviewer le major qui est au niveau du service ophtalmologie de Ourossogui. Il me disait que cette forte canicule a aussi des impacts sur la vision. Ça encourage ou ça occasionne ce qu'on appelle la cataracte. Donc pour montrer que les conséquences des changements climatiques ici dans la zone de Matam, on les voit. Sur le côté pulmonaire aussi, cette poussière émanant de l'autre côté du Sahel a aussi des conséquences. Pour dire que si le tapis herbacé n'est pas bien fourni, ça peut occasionner déjà une poussière à des moments inattendus. Mais restons avec vous maintenant. Selon vous, ces fonds climat, quelles devraient être aussi leurs orientations pour cette zone qui est jadis laissée à elle-même, je vous dis le Fouta? Quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'acteur régional? Alors, donc, par rapport aux attentes sur ces fonds, comme je l'ai dit tantôt, je ne fonde pas vraiment un grand espoir sur ces fonds-là. Vous êtes pessimiste, vous ne pensez pas que ça ne va pas arriver? Pessimiste, mais je mets un grand mais là-dessus. Parce que tout simplement, aujourd'hui, par exemple, nous les pays africains, nous subissons énormément les phénomènes des changements climatiques. Alors qu'on n'est pas les véritables émetteurs. Hein? Les grands pollueurs. Mais sur cette base-là, aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique se réveille avec une voix forte pour se prendre en charge en fonction de ses moyens pour lutter contre les changements climatiques. Et cela part d'abord par la sensibilisation au niveau des acteurs. La sensibilisation au niveau des populations, pour leur dire vraiment attention, il y a ce phénomène-là, des changements climatiques qui est là. Et par exemple, apporter de la verdure, reboiser l'environnement. Que chaque acteur, chaque membre d'une famille par exemple, fait un reboisement d'un arbre. Au niveau de l'agriculture par exemple, qu'on essaie de changer nos méthodes de culture avec ce qu'on appelle, ce que j'appellerais par exemple l'agroécologie. Avant de venir sur l'agriculture, vous avez parlé d'un point important, le reboisement. Je me souviens, les premiers jours quand je suis venu ici à Matam, j'entendais un mot, Neoulidiaou. Autrement dit, il fait très chaud. C'est ce que les gens avaient l'habitude de dire. Or, quand vous constatez de manière générale, les actions qui sont menées, elles sont très infimes en termes de reboisement.
D'où l'intérêt de dire à ces populations de reboiser. Parce qu'ils pensent que la terre de Matam est difficile à reboiser. Mais je donne l'exemple, nous ici à la RTC Matam, quand on est venu ici, il n'y avait rien. Mais ces arbres que vous voyez là n'ont pas encore fait 1 an. Maximum, d'autres ont fait 1 an parce qu'il y a des arbres qui grandissent vite. Donc, pour dire que si on y croit, on peut y arriver. C'est un des exemples pour montrer qu'on peut reverdir le Fouta. Il suffit que chaque maison prenne des initiatives de ce genre pour pouvoir quand même offrir au Fouta ce qu'il mérite comme vraiment image. Parce que quand vous interrogez ceux-là qui ont duré ici au Fouta, ils vous diront qu'au Fouta à l'époque, c'était une zone verdoyante. Revenons sur le côté agroécologie. Alors, parlant du côté agroécologie, aujourd'hui, nous avons vu nos systèmes d'agriculture qui sont conventionnels aujourd'hui, qui utilisent des engrais chimiques, qui utilisent des pesticides. Et nous connaissons tous les effets néfastes que ces produits, que ces engrais chimiques peuvent avoir sur non seulement nos sols, mais de manière globale sur l'environnement. Il faudrait qu'on change nos manières de faire, surtout du côté agricole. Voilà. Nous pouvons exploiter nos terres tout en préservant durablement leur fertilité et protéger l'environnement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi docteur, que ces efforts soient aussi appuyés par ces différents fonds qui sont là, rien que pour les pays un peu pauvres ou vulnérables, docteur? Oui, effectivement, je crois que ces fonds-là peuvent être utiles. Donc s'ils sont bien mis en œuvre, si les engagements des différents acteurs sont respectés, donc c'est des fonds qui peuvent apporter justement donc une plus-value à ces actions qui sont menées comme M. Sen l'a dit tout à l'heure. Donc l'initiative doit venir tout simplement du citoyen lambda, doit venir tout simplement de l'État. Nos États doivent justement prendre à bras le corps donc cette question d'adaptation, cette côté de lutte contre le changement climatique. D'abord, comme il a dit tout à l'heure, en sensibilisant les populations sur les effets de ces changements climatiques, bien qu'ils sont visibles, mais surtout également en incitant les populations à changer de comportement. Ok, mais je vais prendre un des exemples que nous avons vu ici à Matam, à Djandjoli. Il y a une expérimentation, les terres sont dégradées, mais grâce à des initiatives locales, mais aussi appuyées par d'autres acteurs ou d'autres institutions internationales, vous avez quand même pu réussir à redonner la vie à certaines terres qui ont été laissées à elles-mêmes. Je veux parler du système de demi-lune. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exemple de Djandjoli? Ce projet, donc, qui est développé au niveau de la zone de Djandjoli, donc sous l'appui du PAM, donc, qui a beaucoup apporté, a permis aujourd'hui à ces populations de récupérer des terres qui étaient abandonnées depuis plus de 40 ans. Donc les populations vous disent par exemple que dans cette zone-là, pratiquement depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas vu beaucoup d'herbes pousser. Dans certains endroits, ils n'ont même pas vu d'herbes. Mais aujourd'hui, si vous vous rendez sur le site, vous verrez tout simplement le retour du tapis herbacé. Et les populations s'adonnent aujourd'hui au niveau de ces zones-là à des cultures, non seulement à des cultures pluviales, mais également à des cultures maraîchères avec l'aide de la mise en place donc, des forages donc, installés par le PAM. Donc c'est un projet, c'est un exemple qui montre tout simplement que c'est possible aujourd'hui de renverser ces tendances tout simplement de dégradation et essayer tout simplement de redonner à nos terres-là leur lustre d'antan et de permettre tout simplement de lutter contre l'insécurité. Oui, ça a un coût. Donc ça a un coût en termes financiers, mais également en termes de main-d'œuvre, en termes d'engagement justement donc des populations. Et je pense que dans ces zones-là, donc les populations sont suffisamment engagées. Il suffit tout simplement de les appuyer en termes de moyens et de pouvoir donc capitaliser donc cette expérience-là pour la vulgariser dans la zone. Armand, selon vous, quels sont encore les défis pour la région de Matam aujourd'hui, si on doit résumer? Le solaire aussi, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on doit travailler, quand même aider les populations qui sont le long du Dandemayo ou d'autres qui sont dans le Djeri, qui n'ont pas vraiment les moyens? La solarisation au niveau de ces périmètres maraîchers, ça pourrait aussi booster l'économie au niveau local. Alors, comme le docteur l'a dit tantôt, c'est vraiment, les moyens sont là, mais comme vous l'avez dit, c'est la transition énergétique qu'il faut aujourd'hui. Donc, nous avons le soleil. Et il est possible de le faire parce qu'il y a des gens qui l'ont commencé au niveau de la région. Par exemple, chez les producteurs, il faudra qu'on pense vraiment à la solarisation, par exemple, des stations de pompage sur les aménagements hydro-agricoles, sur l'électricité de manière globale.
Donc l'État du Sénégal a eu à faire des efforts énormes pour vraiment booster la disponibilité de l'énergie au niveau des populations, au niveau des villages, même les plus reculés. Donc quand vous sortez aujourd'hui au niveau de la région de Matam, par exemple de Matam à Ourossogui, durant la nuit, mais tout est éclairé et ça vient du solaire. Donc il nous faut sur l'ensemble des secteurs d'activité qui englobent le développement socio-économique, surtout de la région de Matam, une transition énergétique. Une transition énergétique, c'est quand même un mot important. Lors de la dernière COP, les acteurs ne voulaient pas parler d'une transition pour une sortie du fossile, mais parlent de transition hors fossile. Pour dire que le mot transition a beaucoup son sens aujourd'hui. Et votre dernier mot avant de donner à docteur pour mettre un terme à notre émission. Donc merci beaucoup vraiment de me permettre de participer à faire un peu le bilan de la situation au niveau de la COP28. Donc mon dernier mot serait peut-être de lancer un appel à l'ensemble de la population sénégalaise. Nous voulons vraiment un Sénégal de paix, un Sénégal prospère et un Sénégal développé, où tout un chacun aura son mot à dire. Votre mot sur l'avenir de l'environnement? Sur l'avenir de l'environnement, il faudrait que nous acteurs, nous prenions maintenant les devants. Commençons à faire quelque chose avec le peu de moyens dont nous disposons. Maintenant, les fonds pertes et dommages qui ont été les conclusions majeures de la COP28 viendront en appoint. Merci beaucoup à Armand Sène, environnementaliste, ingénieur agronome. Docteur, quelles sont selon vous les dernières priorités pour vous et vos derniers mots par rapport à l'émission? La plus grande priorité aujourd'hui dans le monde, c'est justement cette question donc, de changement climatique qu'il faut prendre en charge à travers donc, des initiatives donc, qui sont notamment au Sénégal et dans cette zone ici à Matam. Donc des initiatives sont là, donc des exemples sont là. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'exemple de Djandjoli. Les compétences sont là, les initiatives existent, donc les moyens techniques existent. Il suffit maintenant aujourd'hui donc de mettre les moyens financiers. Et je pense qu'à travers donc ce fonds-là, on pourra trouver justement donc ces moyens-là pour arriver un peu à encourager justement les populations, à inciter les populations à changer un peu donc de paradigme, à changer un peu de comportement, donc pour pouvoir justement donc assurer. Donc mais il a dit tout à l'heure également à travers justement cette transition énergétique-là, donc encourager un peu l'utilisation du solaire dans pratiquement toutes les activités. Ça va permettre tout simplement de diminuer un peu l'émission de gaz de CO2, donc qui est un principal gaz à effet de serre. Donc par ricochet, cette année 2023 a été particulièrement donc, touchée justement par ces émissions donc, de gaz à effet de serre. Donc, et le GIEC prédit encore un avenir aussi. À titre illustratif, cette année, donc, les émissions donc, de CO2 ont augmenté de près de 410 millions de tonnes. Donc, de CO2 et le GIEC dit que d'ici 2030, si on ne diminue pas les émissions de 40%, 43%, ça va être très difficile. Et ça va être difficile. Donc pour maintenir le réchauffement. C'est le maintien de ces émissions-là à 40%. Qui va permettre tout simplement d'atteindre l'objectif de 1,5 degré. Si on y prend garde, donc cet objectif-là va être largement dépassé et les générations futures sont comprises. Donc, comme on a l'habitude de dire, donc, face au changement climatique, il n'y a pas plusieurs options. C'est s'adapter ou disparaître. Disparaître. Et j'espère qu'on ne va pas disparaître. Et nous allons, Monsieur le docteur, nous avons les moyens donc, de nous adapter. Donc, essayons de mettre en œuvre ces moyens-là. Et puis, les exemples sont là. Et multiplions ces exemples-là. Et sensibiliser les populations donc, à adopter donc, les bonnes manières et les meilleures. Donc, merci pour cette invitation. Nous souhaitons justement donc, à notre cher pays, le Sénégal, à l'Afrique et à tout le monde donc, de vaincre justement cette bataille contre le changement climatique pour une vie meilleure et pour un développement donc, pour tout le monde. Merci à Dr Mohamedou Thiam, c'est le délégué de la zone fleuve de l'INP. Merci aussi à Armand Sène, environnementaliste, ingénieur agronome. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce numéro de votre émission Le Globe Vert. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.